Tu peux le refaire autant de fois que tu veux. Comme ça, le rire sera épuisé. Je suis très sérieuse en audience. Comme ça, je fais des blagues, mais je suis sérieuse de temps en temps. Vous êtes informé de faits, vous, dirigeants, DRH, peu importe, susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, de discrimination, et vous devez agir, évidemment, puisque de tels faits sont très graves. On peut mettre en place une enquête interne. Nous, on met le point sur plusieurs questions. La première, c'est comment est-ce que cette enquête interne en matière de harcèlement peut démarrer ? Et là, vous avez plein de possibilités. Bien sûr, vous allez avoir une alerte dans le cadre du dispositif d'alerte interne qu'une entreprise met en place, de personnes à la machine à café, d'une procédure judiciaire, française, étrangère, des réseaux sociaux, d'un journal. Comment et qui doit faire partie de l'équipe qui va enquêter. Effectivement, on peut comprendre qu'un DRH ou un directeur juridique n'ait pas envie d'être titulaire d'une enquête qui va porter sur son président, sur l'investigation en elle-même. Il y a quelques jalons qui sont importants. Et le premier jalon, c'est celui de la collecte de la donnée. Est-ce qu'on préserve des boîtes email, des Slack, des Teams? Est-ce qu'on les collecte en tant que telles? Est-ce qu'on les exploite? Donc ça, ce sont trois étapes qui sont différentes, qu'il faut envisager à trois temps différents. Et après vient le temps de l'enquête avec celui notamment des auditions. Et dans les auditions, on a des mots-clés un petit peu qui vont ressortir, c'est des principes. On a bien sûr la confidentialité, alors ça peut être difficile à mettre en place, notamment quand c'est une petite équipe. Loyauté des preuves notamment, et l'impartialité. À charge, à décharge, c'est essentiel dans le cadre des enquêtes en matière de harcèlement. Pourquoi ? Puisque la personne qui alerte, il faut bien sûr la respecter, il faut respecter sa parole, si elle est de bonne foi évidemment. Mais la personne qui est visée, elle aussi il faut la respecter, il faut respecter aussi la présomption d'innocence. Pourquoi ? Puisque si des faits sont faux, on va avoir un vrai impact dans la vie de la personne qui est visée. Donc il faut en fait une sorte d'équilibre. Dans le cadre de la conduite de l'enquête, une question se pose, puisque nos clients nous demandent souvent si un avocat a le droit ou peut être présent lors des auditions. Il n'y a pas de règle à cet égard sur le plan légal ou réglementaire. Il y a quand même un point qui est important, c'est que ça peut être un peu anxiogène. La personne en face de vous va se dire « Oh là là, ça a l'air d'être sérieux, il y a un avocat dans la boucle, on n'est pas uniquement en interne. » Et pareil, si vous lui proposez d'avoir un avocat, là on crante encore plus. C'est que potentiellement derrière, il y a un risque de procès. Est-ce que je suis au centre des accusations, etc., etc. On peut aussi faire des auditions qui sont des premières auditions préliminaires. Là, on les fait en interne, on défriche le sujet. Et ensuite, on peut passer peut-être à des auditions qui sont un peu plus formelles, avec la présence d'avocats pour justement garantir la sécurité juridique de chacun. Quand on clôture une enquête, il y a un rapport qui va devoir être rendu, évidemment. Je le partage avec mon client qui est l'entreprise. C'est toujours le point central de l'enquêteur, c'est que son client, c'est pas le dirigeant, c'est pas la personne qui est accusée, c'est l'entreprise elle-même. Donc c'est défendre l'éthique de l'entreprise et non pas défendre une personne en particulier. Mais on peut se poser la question d'une restitution orale aux intéressés. Je sais que tu vas me dire qu'on n'a pas d'obligation légale de le faire. L'entreprise peut avoir un intérêt et même une forme de courtoisie à détailler le contenu du rapport, à la fois la personne qui a été mise en cause, mais aussi la personne qui en est la victime supposée ou avérée. Est-ce que le rapport, on va le transmettre ? Là, ça peut poser la question justement des mesures qu'on prend à la suite d'une enquête de remédiation. Si par exemple on va avoir une sanction disciplinaire qui est prise, la question se pose de la transmission de ce rapport devant le conseil de prud'homme. On a des mesures organisationnelles qui peuvent être mises en place, par exemple des formations, par exemple la saisine de la médecine du travail pour certains salariés, ou encore des audits qui peuvent être lancés au sein des entreprises. Le plus important, c'est que le respect de ces procédures permet à chacun d'être entendu, de ressentir le fait qu'il est compris, ce qui permet à l'entreprise de garantir la force de son message éthique qui doit être porté par chacun des acteurs de l'entreprise. Et ça, ces procédures d'enquête interne, elles y contribuent et elles font partie des maillons essentiels pour la diffusion de ce message d'éthique.